Bienvenue à toi qui viens d'arriver sur cette vidéo, l'hypnose, les origines, partie 2 de la mini-série « Est-ce que l'hypnose est liée au monde paranormal ?» Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, je t'apporte les éléments qui te permettront de te faire ton propre avis, d'avoir les réponses à tes questions. De l'hypnose va découler l'invention de la psychothérapie. Et là, on va voir dans cette dernière partie Milton Hyland Erickson. Donc c'est un psychiatre qui est reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, on dit bien l'hypnose ericksonienne. C'est une hypnose qui porte son nom. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui a énormément souffert dans sa vie et il a appris de sa souffrance. C'est un homme déjà qui est surnommé le sage de Phoenix parce qu'il est né aux États-Unis, en Arizona. Il a fini sa vie à Phoenix. Il renaît de ses cendres parce que vous allez voir son histoire, elle est pas banale et elle est extraordinaire carrément. Hein. Il est né au Nevada, il a révolutionné l'hypnose en luttant toute sa vie contre sa propre souffrance. Milton Erickson était daltonien, dyslexique. Il éprouvait de grandes difficultés à reconnaître les sons à cause d'une anomalie neurologique. Atteint de poliomyélite à 17 ans, il se retrouve paralysé. Il ne peut que parler et bouger les yeux. Donc poliomyélite, c'est une maladie très contagieuse provoquée par un virus qui est le poliovirus. Et il envahit le système nerveux et peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Alors depuis les années 60, cette maladie, elle est prévenue grâce à des vaccins efficaces, mais à cette époque, il n'y en avait pas. Donc lui, finalement, grâce à l'aide de son infirmière, il retrouve l'usage des membres de son corps au cours d'un immense travail à base de développement chaud, de massage. Et puis son infirmière lui demandait beaucoup de mobiliser son attention sur ses membres paralysés. Elle voulait sa participation, même visuelle. Donc il développe une méthode de concentration mentale basée sur un mouvement minimal pour progressivement arriver à refaire fonctionner ses muscles. C'est-à-dire que c'est une technique de visualisation mentale. Il va regarder ses muscles et il va leur dire pendant longtemps « tu vas refonctionner, tu vas refonctionner, tu vas remarcher ». Il répétait ce genre de phrases à longueur de temps. Donc cette méthode, elle jouera un point fondamental dans sa découverte des méthodes révolutionnaires concernant l'hypnose, mais aussi dans son parcours lorsqu'il va retomber malade. Et c'est malheureux parce que le pauvre, il va sortir d'une paralysie complète à 17 ans, il va se marier, il va reprendre ses études, il va devenir médecin, il va devenir psychiatre, il va s'intéresser à l'hypnose, à l'auto-hypnose quand il va retomber cette fois-ci malade. Il va contracter une grave maladie suite à de nombreuses rechutes, il va recevoir une injection antitétanique qui va lui être fatale dans les années 50, 1950, et malgré sa santé fragile, même ses travaux thérapeutiques, il va animer régulièrement des conférences dans le monde entier pour faire connaître ses nouvelles techniques, ces nouvelles découvertes dans le monde entier, en Amérique et à l'étranger. Et il va être touché pour la deuxième fois de poliomyélite à l'âge de 52 ans. Et là, cette seconde fois, là, ce sera un peu plus difficile de s'en remettre que la première. Donc, il applique à cette occasion les stratégies qu'il a mises au point pour retrouver sa force musculaire. N'ayant pas récupéré complètement, il est par la suite contraint de se déplacer en fauteuil roulant et il souffre de douleurs chroniques. Donc il va combattre ces douleurs chroniques par l'auto-hypnose. Mais sa santé, finalement, elle s'affaiblira jusqu'à la fin de sa vie. Il s'éteint en 1980 à l'âge de 78 ans, mais il était connu pour déborder d'enthousiasme. C'était un découvreur obstiné, c'était quelqu'un d'inventif, de tenace, avec un grand sens de l'humour. Il rigolait tout le temps malgré ses difficultés. Il avait des qualités d'observation légendaires. Il a quand même déclaré à des journalistes que la poliomyélite, pour lui, était le meilleur professeur qu'il n'ait jamais eu.
Donc il va révolutionner les conceptions et les méthodes de l'hypnothérapie et à ce jour, c'est le fondateur des thérapies brèves. Pourquoi on dit brève? Parce que c'est tellement efficace, l'hypnose et ses techniques, que il faut pas longtemps. Quand on utilise l'hypnose thérapeutique, il faut maximum 10 séances. Et 10 séances, c'est beaucoup quand même. On va jusqu'à 5 séances. C'est assez rare qu'on emmène un patient jusqu'à 10 séances. Parce que c'est tellement efficace, ça a un impact sur le subconscient, donc du coup ça a un impact sur tout le reste du corps. Les résultats arrivent très vite et durent dans le temps. Donc à partir des travaux de Milton Erickson, on va quand même découvrir la PNL, et ce sont Richard Bandler, qui est à l'époque un jeune psychologue, et John Grindler, un linguiste, qui vont développer la programmation neurolinguistique, donc qui est un ensemble de connaissances et de pratiques psychologiques qui permettent d'améliorer les facultés de communication et favoriser les changements d'état d'esprit. Donc la PNL, elle va aussi contribuer à un grand changement aussi dans les pratiques de l'hypnose, et cette discipline, elle va évoluer dans le temps. Finalement, on avait le chamanisme de départ, puis l'hypnose accompagnée du magnétisme animal de Mesmer. Donc c'est un transfert d'énergie. Quand il y a un transfert d'énergie, sachant que les entités se véhiculent par l'énergie, pour moi, il y a un risque qu'on travaille quand même avec le monde paranormal quand on utilise le magnétisme animal. Si je reprends les propos quand même de Wikipédia, Wikipédia définit Mesmer comme un charlatan. Il avait l'ambition de donner une interprétation rationnelle à des phénomènes que l'on peut décrire sous le terme général de transe, et qui, telle qu'elle, semble désigner l'irrationnel ou la magie, alors qu'il se voulait fondateur de science, ramenant ce qui relevait jusque-là du surnaturel à l'étude des propriétés d'un fluide naturel, et il est devenu l'archétype du charlatan, et le magnétisme animal l'archétype d'une pseudo-science. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, on a encore certains hypnotiseurs qui utilisent les passes de Mesmer, on a des magnétiseurs. L'hypnose est bien différente des techniques de magnétisme à l'heure d'aujourd'hui. On a l'hypnose par la suggestion, et on a aussi d'un autre côté le magnétisme, et certains qui vont utiliser et le magnétisme et l'hypnose pour avoir quelque chose d'encore plus efficace. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines qui sont en train d'arriver. Puis n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées, posez-moi des questions pour savoir quelle vidéo vous voudriez voir la prochaine fois sur ma chaîne.